retrouvons François Gemenne, politologue et membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bonjour François Gemenne, vous êtes sur place à Dubaï. L'échec n'est pas envisageable, nous recherchons le bien commun. Ces propos sont ceux de Sultan Al-Jaber, le monsieur COP28 à Dubaï. Il se veut optimiste. Il y a quelques jours, vous l'étiez également. Est-ce que vous êtes, vous, toujours optimiste? C'est assez difficile de le dire. On est pour le moment effectivement dans une période d'attente où les négociateurs sont retranchés dans des salles de réunion et essaient de mettre la dernière main au projet d'accord final. Ce qui est clair, c'est que le président de la COP a continué à tenir un discours volontariste jusqu'au dernier moment. Ce qui est clair aussi, c'est que l'Arabie saoudite apparaît très isolée et que les pays pétroliers ne parlent plus d'une seule voix. Très clairement, l'Arabie saoudite est mécontente du tour que prend la COP28. On réalise bien que le texte final va inclure une mention des énergies fossiles. Toute la question maintenant, c'est de savoir si cette mention sera suffisamment ambitieuse que pour donner un signal clair aux investisseurs, aux marchés et aux industries. Et puis bien entendu, il n'y a pas que la question des énergies fossiles, il y a aussi évidemment le bilan de l'accord de Paris, il y a aussi un texte sur l'adaptation qui est très important, et le problème c'est que tous ces éléments sont un peu liés les uns aux autres. Tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien. Ouais. On reste un moment quand même sur la question des énergies fossiles. La volonté des pays de l'OPEP, par exemple, le club des grands pays exportateurs de pétrole, ils veulent maintenir des prix élevés sur le baril de pétrole. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on est dans une impasse? Attention, je crois justement que ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a plus une voie commune pour tous les pays de l'OPEP. On sait que la présidence émirati n'a pas du tout apprécié la lettre qui a été envoyée par le secrétariat général de l'OPEP. On sait que plusieurs pays exportateurs de pétrole ne sont pas du tout sur la même ligne que l'OPEP. Et donc on sent bien que le front uni des pétroliers est en train de se fissurer et que certains réalisent que l'on va inévitablement vers une baisse substantielle, voire une sortie des énergies fossiles. La grande question au final, qui est au fond la question de toutes les dernières COP, c'est est-ce que l'Arabie saoudite va parvenir à emporter le morceau ou est-ce que l'Arabie saoudite, cette fois-ci, va lâcher et va être emportée? Et concernant la Chine, par exemple, premier pollueur mondial, est-ce qu'il est prévu ou est-ce qu'elle envisage de réduire ses émissions liées aux énergies fossiles et à quel horizon? Alors jusqu'ici, la Chine a joué un rôle plutôt constructif dans ces négociations et on se rend compte que la Chine détient sans doute la clé d'un accord global. La difficulté, c'est que évidemment la Chine est encore une grande productrice et consommatrice de charbon. Par contre, elle a moins recours au pétrole et au gaz qui sont plutôt vus par la Chine comme les énergies fossiles des pays industrialisés. Et donc, il va falloir à la fois un accord qui inclut le pétrole, le gaz et le charbon. Ce que ne veulent pas la Chine ni l'Inde du reste, c'est que le charbon soit pointé du doigt parce que le charbon est considéré comme l'énergie fossile des pays pauvres. Ouais. On parle aussi de ces poussières d'îles isolées, souvent sous la menace de raz-de-marée, de l'augmentation du niveau de la mer. Est-ce que les problématiques liées à ces régions ont été entendues? D'une certaine manière, oui. Le fonds sur les pertes et dommages, évidemment, elles en seront un des premiers bénéficiaires. Et vraiment, ce fonds sur les pertes et dommages, qui est la clé de voûte de la justice climatique, c'est vraiment un élément qui est très très important, notamment pour les gouvernements des petits États insulaires. Un autre dossier qui sera très important pour eux, c'est évidemment le dossier sur l'adaptation et notamment la fixation d'un cadre global pour l'adaptation. Ouais. Vous avez dit que la COP28 dans un émirat pétrolier, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Pour aller plus loin, pour prolonger la mobilisation, où faudrait-il organiser la prochaine COP29 selon vous? C'est déjà décidé. Il y a eu un accord sur l'organisation de la COP29 qui aura lieu en Azerbaïdjan, autre pays pétrolier. Jusqu'ici, il n'y avait pas eu d'accord sur l'organisation de la COP29 parce que l'Arménie s'y opposait et l'organisation de la COP29 en Azerbaïdjan fait partie d'un plan de paix plus vaste entre les deux pays qui s'étaient opposés, vous vous en souviendrez, il y a quelques mois, dans le Haut-Karabakh. Donc ça veut dire qu'on va avoir une COP29 qui sera également dans un pays pétrolier, également dans un pays membre de l'OPEP. Le paradoxe, c'est que sans doute à nouveau la question des énergies fossiles sera au centre des discussions. Il faut savoir que jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'à la COP26 de Glasgow, cette question des énergies fossiles avait toujours été évacuée
alors que c'est évidemment l'éléphant dans la pièce. Jusqu'ici, on avait toujours tourné autour de cet éléphant. Et le fait que nous soyons ici à Dubaï et l'an prochain à Bakou en Azerbaïdjan fait que, évidemment, on ne peut plus tourner autour de l'éléphant. Dernière question, comment reconnaître le tour de passe-passe, parce qu'on parle beaucoup de greenwashing, de verdissement de façade, comment repérer que cet accord final ne sera pas un verdissement de façade? Il y aura, à mon sens, un marqueur essentiel du succès ou de l'échec de cette COP. Ça sera le cours des entreprises pétrolières et gazières sur les principales bourses du monde au lendemain de la clôture. Si le cours est à la baisse, c'est que cette COP aura été un vrai succès. Si le cours est immobile ou à la hausse, c'est qu'on sera plutôt allé vers du greenwashing.